Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va voir comment placer ses économies en bourse, parce que tu as sûrement des économies qui dorment sur ton compte en banque et sur ton livret A. Tu te demandes sûrement comment les faire fructifier. Sache déjà que tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de Français qui laissent l'argent sur le livret A ou qui prennent des assurances vie qui vont être essentiellement placées sur des fonds en euros. C'est pas un mal, mais le problème, c'est que si on met trop d'argent là-dessus, et bah, on fait pas fructifier notre argent et ça peut nous coûter très très cher sur le long terme. Moi aussi, il y a un temps, bah, je laissais tout mon argent sur mon livret A en pensant que c'était plus sûr. Mais en réalité, en fait, je perdais du pouvoir d'achat chaque année sans vraiment m'en rendre compte. Et je pense que chaque année perdue, finalement, c'est vraiment des années, des milliers d'euros derrière. Tu comprendras aussi pourquoi dans ce nouveau podcast. Donc, on va parler vraiment de ce sujet qui est incontournable. Comment placer ses économies en bourse? Si tu es complètement débutant en investissement, reste bien avec moi. Je vais te parler vraiment comme un ami, avec des mots simples, des exemples concrets et même quelques anecdotes personnelles, y compris les erreurs que j'ai pu faire quand j'ai commencé. Euh, on a tous nos casseroles et tu verras que moi aussi j'en ai. Même si aujourd'hui j'en ai beaucoup moins puisque ça fait 15 ans que j'investis en bourse. Donc forcément ça va un petit peu mieux aujourd'hui. L'idée c'est qu'à la fin de cet épisode, la bourse te paraisse vraiment moins mystérieuse, plus accessible, même si tu pars complètement de zéro. On va voir notamment pourquoi investir en bourse peut vraiment booster tes économies. On va voir les erreurs à éviter absolument quand on débute en bourse, histoire que tu tombes pas dans les mêmes pièges que moi, justement. On va voir comment choisir sur quoi investir exactement. Est-ce que s'il faut investir plutôt sur des actions individuelles, sur des fonds, sur des ETF? On va vraiment démystifier tout ça. On va voir aussi combien investir sans te mettre en danger. Et il n'y a pas besoin d'être millionnaire ou d'avoir des centaines de milliers d'euros pour investir en bourse. On va voir. On va voir comment automatiser tes investissements pour que ton épargne travaille toute seule sans vaquer, sans que tu aies de soucis en fait et que ça te préoccupe d'investir en bourse. Vraiment essayer d'automatiser au maximum tout ça. Ça fait pas mal, ça fait un beau programme, mais on va y aller tranquillement, pas à pas. Et à la fin aussi, je te donnerai quelques infos sur la méthode RSR, qui est la stratégie d'investissement que j'utilise personnellement et qui m'a permis de faire bosser mon argent avec rendement assez fou, puisqu'on dépasse aujourd'hui les 20% par an sur les 25 dernières années, en y consacrant finalement que 15 à 30 minutes par mois. Mais chaque chose en son temps, je reviendrai plus tard sur la méthode RSR. Donc installe-toi confortablement. Prends un café, un thé, ou fais ton petit running du jour. En tout cas, c'est parti de mon côté. On va attaquer ce gros programme aujourd'hui. Donc pourquoi déjà investir en bourse? On commence par les bases. Pourquoi investir en bourse? Après tout, tu pourrais laisser ton argent sur ton compte d'épargne. C'est sans risque. T'as pas besoin de te prendre la tête et t'as pas besoin en soi de te dire est-ce que je vais investir en bourse ou pas. Oui, sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le livret A, il bouge pas. Justement, il bouge pas du tout. Et ça, c'est le souci, c'est que ton argent, tu crois que tu le places en mettant sur un livret A, parce que c'est un livret qui rapporte un petit peu tous les ans. Bon, je parle de 2, il est monté jusqu'à 3% récemment, mais aujourd'hui on est à 2,4. Et puis si les taux continuent de baisser, ça sera bien pour nous en tant qu'investisseurs, notamment en immobilier, mais ça sera moins bien pour ceux qui ont trop d'argent sur leur livret A, puisque il va avoir tendance à rebaisser sur les taux sur lesquels sur lesquels il était avant, soit un peu moins de 1% finalement. Et le problème, c'est que l'inflation, elle reste assez élevée depuis la crise post-Covid de 2022. On reste quand même sur une inflation qui est assez élevée, qui est montée jusqu'à 6%, qui redescend un petit peu en ce moment autour de 4%. Et ça, on le sent bien passer. Donc le résultat, c'est que même finalement, si tu as des intérêts qui viennent du livret A, tu perds du pouvoir d'achat et sans vraiment t'en apercevoir, parce que tu as mis 10 000 € sur un livret A. À la fin de l'année, tu as 10 000 plus la renta du livret A. Donc toi, tu as l'impression de gagner de l'argent,
mais en réalité, tu en perds. Tu appauvris finalement ton épargne petit à petit en la laissant dormir. Et le problème, c'est pas d'avoir un livret A, le problème, c'est de mettre trop d'argent sur ce livret A. Donc investir en bourse, c'est aussi faire le choix de faire travailler ton argent pour toi. Donc au lieu qu'il dorme au chaud, tu le mets à contribution dans des entreprises, dans des projets, et en échange, sur le long terme, ton argent te rapporte des intérêts bien plus costauds. Historiquement, la bourse offre plutôt un rendement autour de 7 à 8, voire 9%, voire 10% pour les meilleurs indices. Donc ça nous fait un rapport x3 ou x4 entre ce que rapporte la bourse et ce que rapporte le livret A aujourd'hui. Donc c'est vraiment le jour et la nuit en termes de renta et ça a un effet sur le long terme qui est dévastateur pour notre épargne. J'ai pris un petit calcul qui est très simple, hein, c'est par exemple quelqu'un qui met 100 euros tous les mois de côté en bourse, qui investit donc avec ce rendement moyen, j'ai pris l'hypothèse basse de 7% par an, et bah à la fin, au bout de 20 ans, il a 50 000 euros contre quelqu'un qui a mis sur son livret A à 2%, et encore je te dis, les taux vont baisser, il aura seulement lui que 30 000 euros à la fin au bout de 20 ans. Donc il y a une différence d'écart qui est déjà significative, puisqu'on parle de déjà 20 000 euros d'écart. Donc le problème, c'est ça, c'est que on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur le long terme. euh, et au-delà de ces chiffres, parce que ça c'est des chiffres d'un exemple, investir aux bourses, bah, ça te permet aussi plus facilement d'atteindre des objectifs financiers, d'avoir des apports pour faire de l'immobilier, même en résidence principale. Tu veux, je sais pas, préparer ta retraite, juste avoir un matelas financier assez confortable, préparer les études pour tes enfants. Bah, la bourse peut vraiment t'aider à accéder à tout ça. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention, pour moi, il faut le faire. Il faut le faire au début, peut-être avec des petits montants pour commencer, pour se familiariser avec tout ça. Mais sur le long terme, comme tu vois, si tu es sur YouTube, il y a cette petite boule de neige. Et sur le long terme, bah, c'est vraiment ce qui va faire la différence, c'est que cette boule de neige va grossir. Ça va te rapporter de plus en plus. Et au moins, la retraite, elle est cochée parce que bah, on est aujourd'hui en train de remettre en cause tout le système de la retraite, potentiellement allonger les périodes de cotisation. Moi, si tu sais pas mon histoire personnelle, mon père est décédé en fait, il avait 57 ans, donc il était très très loin de la retraite d'aujourd'hui. Et mon objectif aussi en investissant en bourse, c'est vraiment de me détacher de ça, c'est-à-dire de dire moi, finalement, j'ai pas besoin du système qu'on me propose. Je crée ma retraite moi-même et voilà, j'ai pu quitter mon travail en 2019 grâce à mes investissements immobiliers et grâce à mes investissements en bourse. Et je fais ce que je veux de ma vie aujourd'hui. Mais on a tous des objectifs différents. Je sais que certains d'entre vous, bah, vous aimez bien votre travail. Il y en a qui vont moins aimer leur travail. Donc on va toujours avoir tous des objectifs différents. Mais ne pas cocher la case bourse, pour moi, c'est vraiment un manque à gagner qui peut être énorme sur le long terme. Ça peut faire vraiment des gros montants. Donc voilà, je voulais juste te refaire un petit calcul avec ma super calculatrice pour que tu vois que c'est pas du bidon. Donc si 100 euros par mois, donc c'est des dollars, mais c'est pareil, hein, sur 20 ans, tu vois, 2%, tu vas générer à peu près 30 000 euros, mais beaucoup finalement qui viennent de ta poche. Il y a à peu près 24 000 euros finalement que tu as mis de ta poche qui ont généré 5 471 d'intérêt. Maintenant, on passe sur le rendement moyen en bourse à 7%. Donc cette fois, tu as toujours mis tes 24 000 euros de côté, mais cette fois, ils ont généré 27 000 euros. Ensuite, bah, tu as deux options. Tu peux peut-être, avec le temps, tu vas peut-être augmenter ton pouvoir d'achat, donc tu vas peut-être te mettre à mettre 200 euros par mois de côté. Et là, tu atteins déjà des 100 000 euros, donc ça permet de te redistribuer potentiellement une rente à la retraite. Et puis après, si tu appliques la méthode RSR, comme je l'enseigne dans ce podcast et dans la vidéo masterclass que tu trouveras dans le lien en dessous de cette vidéo aujourd'hui, ou de ce podcast, si tu es en podcast, et bah, tu trouveras
que la retraite est de plus en plus confortable, puisque là, on atteint presque les 500 000 euros sur 20 ans pour 20 euros, 200 euros par mois de mis de côté. Donc, c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à cocher la case bourse, parce que ça peut faire des réelles différences sur le long terme. Tu vois, moi, je suis pas encore à 20 ans d'investissement. Ça fait 15 ans que j'investis en bourse. Et donc, tu vois à peu près les montants que ça peut générer. Bien sûr, ça dépend sur combien de temps tu places, combien tu mets de côté, etc. Donc voilà, sur 15 ans, ça fait à peu près 190 000 euros en mettant 200 euros par mois de côté. Donc je pense que si tu as un salaire confortable, tu peux te permettre probablement de mettre 100 à 300 euros de côté, peut-être tous les mois, et ça fait une réelle différence, comme tu le vois, à la fin. Parenthèse fermée sur les intérêts composés et ce que ça peut apporter. Si on revient à mon histoire, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand j'ai réalisé qu'en fait, que je faisais rien et que dans 10 ans, bah, j'aurais pas plus d'argent qu'aujourd'hui, alors en investissant vraiment régulièrement, je pouvais aspirer bien plus. Et la question en général qu'on se pose et qu'on m'a souvent dit, c'est pourquoi j'ai pas commencé plus tôt. Il faut commencer à un moment, même si c'est des petits montants. Il faut te familiariser avec tout ça. Et je pense que c'est même plus, si tu veux, un truc à faire ou ne pas faire. C'est un truc aujourd'hui indispensable, je pense, pour construire un patrimoine financier sur le long terme. On est obligé de passer par cette case bourse et cette case immobilier, bien sûr, si on veut vraiment construire des grandes choses sur le long terme. Mais ça reste que mon avis. Faut être honnête, ensuite, la bourse, bah, ça monte, ça descend. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des années qui vont être excellentes, où tu vas faire 10, 20, 30%, et des années moins bonnes, voire négatives. C'est le jeu. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que sur le long terme, on retombe toujours sur nos pattes à partir du moment où on place notre argent sur minimum 5 à 10 ans. Enfin, idéalement 8 ans, on va dire. 5 ans, c'est déjà des horizons de temps qui permettent de s'en sortir, quels que soient les cycles de marché sur lesquels tu commences à investir. Donc c'est un peu le problème, c'est quand on commence à un mauvais moment, juste avant une crise, il faut toujours attendre peut-être environ 5 ans pour retomber sur nos pattes. Donc, mais ça, c'est si on met presque tout son capital au pire moment, ce que je conseille pas forcément de faire. Moi, je vais plutôt te conseiller de diviser ton capital de départ par 10 ou par 20. Je te prends un exemple, tu as 10 000 euros à mettre en bourse, bah, tu mets 1 000 euros par mois pendant 10 mois ou 500 euros par mois pendant 20 mois. Et ça te permettra comme ça de lisser ton prix d'entrée et de ne pas rentrer tout ton argent au pire moment. Donc ça, c'est des concepts qui sont importants à comprendre. L'idée clé, c'est vraiment que sur le long terme, les marchés boursiers ont toujours une tendance à la hausse. Donc si tu laisses le temps jouer en ta faveur, tu te mets des probabilités vraiment de ton côté pour être gagnant. Donc en résumé de tout ça, investir en bourse, c'est vraiment donner un coup de boost à tes économies, c'est de sortir de la rat race où ton argent fait du surplace pour le mettre sur l'autoroute de la croissance. Et plus tôt tu montes dans le train, mieux c'est grâce à cet effet d'intérêt composé. Donc voilà, j'espère t'avoir convaincu déjà de commencer à investir en bourse. Si tu as encore des doutes, c'est normal d'avoir un peu peur au début. Et on va parler justement des erreurs classiques à éviter quand on démarre. Parce que oui, il y a des pièges et mieux vaut les connaître avant de foncer tête baissée. Donc les erreurs à éviter quand on débute. Avant de foncer tête baissée, parlons des pièges classiques dans lesquels tombent beaucoup de débutants, moi y compris à mes débuts. Donc si tu veux éviter ces erreurs, tu gagneras du temps et du coup aussi pas mal d'argent et quelques cheveux bleus, peut-être cheveux blancs pardon, en moins. Donc voici les erreurs les plus courantes que moi j'ai constatées avec tous les appels que j'ai pu faire avec toutes les personnes qui sont intéressées par reprendre leur patrimoine. En général prennent un appel avec moi et on fait le point. Et j'ai rassemblé du coup dans ce podcast aujourd'hui toutes les erreurs que je constate lors de ces appels. Première erreur, donc ne pas se former du tout et y aller un peu en mode casino.
La bourse, c'est pas un jeu de hasard. Il y a beaucoup de gens qui commencent à investir sans rien y comprendre, un peu comme on jouerait au loto, en espérant un coup de chance. J'ai fait cette erreur. Au début, j'ai acheté des actions un peu au pif ou sur des recommandations un peu mystérieuses, juste parce que voilà, j'avais vu le nom quelque part sur un forum, sur une revue spécialisée, etc., sur Internet. Et le résultat, c'est que j'ai perdu de l'argent dans le sens où j'ai perdu par rapport au marché. C'est-à-dire j'ai fait moins bien que le marché. Donc la leçon à retenir, c'est que prends le temps de te renseigner un minimum. Pas besoin de faire un bac plus 5 en finance ou en gestion de patrimoine, mais comprendre en quoi tu mets ton argent, forme-toi aux bases. Il y a plein de ressources gratuites aujourd'hui sur Internet. Il y a ce podcast, il y a cette chaîne YouTube, il y a des livres, il y a des formations, il y a la formation offerte sous la vidéo ou le podcast aujourd'hui qui te permettra en 30 minutes de bien comprendre tous les concepts de la bourse. Donc investis dans ta connaissance avant d'investir ton argent. Pour moi, c'est primordial pour pas faire des erreurs qui peuvent te coûter très 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 cher sur le long terme. Ensuite, erreur classique, c'est vouloir aller trop vite et tout miser sur un coup qu'on pense faire en bourse. C'est vraiment cette recherche du jackpot, de se dire vraiment si je trouve l'action miracle, le futur Tesla ou le futur Apple ou le futur Nvidia, bah, je vais être riche. Le problème avec ça, c'est que c'est presque impossible à prédire. Et courir après le gain rapide, bah, ça finit souvent mal parce que, en fait, on essaie de reproduire ensuite ce qu'on a réussi à faire. Je te prends un exemple, quelqu'un, je sais pas, qui investit bon timing sur Apple, qui le revend à un très bon prix, bah derrière, il va essayer de refaire pareil avec d'autres actions, et sauf que ça va pas forcément marcher à chaque fois, et au final, peut-être que ça va l'épuiser, et il va avoir vraiment du mal à tenir ça sur 5, 10, 20 ans. Donc c'est le problème aussi de cette recherche de jackpot, c'est que ça nous occupe, ça nous fait solliciter un petit peu nos méninges, analyser des sociétés, etc. Mais la réalité, c'est que derrière, on fait souvent moins bien que le marché. Donc attention à ça. Il y a beaucoup de novices qui mettent des grosses sommes sur des actions qui vont être conseillées par un collègue ou un gourou sur YouTube sans vraiment diversifier. Et si cette action s'effondre, bah, c'est la cata. Moi, j'ai un client notamment qui a tout mis sur un fonds qui était vraiment reconnu par ses pairs. Je ne vais pas citer le nom, mais c'était vraiment reconnu. Pensant vraiment confier son argent dans un endroit très, très sûr. Et le résultat, c'est qu'il a perdu 100% de son investissement, qui était un gros investissement. Moralité, vraiment, ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier et joue pas au trader avec tes économies que tu as eu vraiment du mal à mettre de côté. La bourse, c'est pas un sprint, c'est un marathon et il faut faire vraiment attention à ça. Troisième erreur que je vois couramment, c'est d'être paniqué, d'avoir des émotions qui vont être complètement incontrôlées, incohérentes. Donc imagine tu investis, puis la bourse se prend une crise, une chute, ton portefeuille perd 10% en une semaine. La tentation classique en général, ça va être de tout vendre par peur de tout perdre. Et la première fois, moi, que j'ai vu mon portefeuille plonger, j'ai vraiment eu du mal. J'étais vraiment tous les jours sur l'écran en train de regarder ce qui se passait. Je vois là ma ligne qui était de plus en plus dans le rouge, etc. J'étais vraiment à deux doigts de tout revendre en panique. Et heureusement, je ne l'ai pas fait. Heureusement, je me suis tenu quelques mois plus tard parce que, en fait, quelques mois plus tard, c'est remonté et c'est même allé au-delà et je suis retourné très rapidement dans le vert. Donc l'erreur ici, c'est vraiment de laisser la peur ou la gourmandise décider de tes décisions. Je pense qu'il faut garder vraiment la tête froide. Une solution, notamment pour ça, c'est d'automatiser, on en reparlera plus tard, et de suivre vraiment une stratégie claire, comme la méthode RSR que j'enseigne. Mais il y a plein d'autres stratégies que tu pourras retrouver sur Internet. Et ça m'a aidé vraiment, si tu veux, à avoir un cadre et à moins stresser dans ces moments de peur et de panique, comme on a vécu aussi début 2025, avec Trump qui fout un petit peu le bordel là-dedans avec ses taxes de douane. Du coup, les marchés, ils aiment pas, ils se retournent. Et puis Trump après dit, ah, ne vous inquiétez pas, on met ça en pause 90 jours. Donc les marchés remontent. Voilà, donc attention à ça. Souvent, on me demande mon avis sur ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai une vision long terme. J'ai pas un avis parce que Trump, il va être au pouvoir quelques années. J'investis sur 10, 20 ans avec un objectif de rente.
Donc c'est pas ce qui va se passer comme ça sur du très court terme qui va impacter mes prises de décision. Ça, faut vraiment se détacher de tout ça. Ensuite, il faut investir de l'argent dont tu... Enfin, une des erreurs, c'est d'investir de l'argent dont tu auras besoin bientôt. La bourse, c'est pour l'argent que tu peux te permettre de laisser de côté longtemps. On dit souvent te permettre de perdre, mais en réalité, si tu utilises les bonnes stratégies, tu as très peu de chances de perdre 100% de ton capital. Mais d'un autre côté, il faut quand même que tu aies cet horizon de temps et d'investissement long terme. C'est-à-dire que si tu investis l'argent du foyer, du loyer, des courses, ça va te mettre une pression qui va être énorme. Déjà que de base, ça met une pression énorme la bourse, mais en plus, si c'est l'argent dont tu as besoin dans les prochains mois, la pression va être trop importante. Donc il faut vraiment, pour pallier à ça, déjà avoir une épargne de secours. On parle de fonds de sécurité, quelques mois de dépenses de côté pour les imprévus. Moi, je dis toujours, pense à ce qui peut t'arriver le pire. Et ensuite, une fois que tu as cette épargne de côté, bah, tu peux commencer à investir parce que tu sais que si tu as un coup dur, bah, tu vas aller piocher dans ton épargne de sécurité et tu vas pas être obligé de vendre des actions en bourse, par exemple. Comme ça, il n'y a pas de panique. Tu prends ta stratégie boursière d'un côté, tu crées ton fonds de sécurité de l'autre et ça se passera beaucoup mieux pour toi. Cinquième erreur, c'est négliger les frais. Euh, on n'y pense pas toujours en fait, mais les frais peuvent vraiment grignoter tes gains et sans que tu t'en rendes compte. Donc si par exemple ta banque ou ton fonds te prend 2% de frais annuels, bah, il faut déjà que le placement fasse plus de 2% par an, juste pour compenser les frais. Et le problème, c'est que sur 10, 15, 20 ans, bah, les frais ils vont manger une part énorme de ton rendement. Et du coup, tu risques de faire moins bien que le marché. Donc, privilégie vraiment des supports à frais réduits, des courtiers en ligne bien placés, assez peu chers, des ETF avec des frais minimes, des assureurs pareils avec des frais minimes. Ce détail, ça peut sembler être un détail justement, mais ça peut te faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent à long terme. Donc, fais attention à ça. Franchement, je pense qu'il y a plein d'autres erreurs dont on pourrait parler, mais déjà, si tu évites ces 5-là, tu pars du pompier. Donc, si je résume un peu tout ça, bah, forme-toi un minimum, sois patient, diversifie, garde ton sang-froid, investis de l'argent dont tu n'as pas besoin immédiatement et surveille les frais. Avec ça, tu éviteras vraiment 90-99% des problèmes de débutants. Euh, donc maintenant, tu sais bah, ce qu'il ne faut pas faire et on va suivre maintenant plus concrètement ce que tu peux faire, sur quoi tu investis et comment tu peux le faire. Donc on va voir ensuite sur quoi investir, donc comment choisir finalement tes supports. Donc quand on débute en fait, il y a un des gros points d'interrogation, c'est ok, je veux bien investir en bourse, mais j'achète quoi exactement? Il y a potentiellement des actions individuelles, des fonds. Tout le monde parle d'ETF, mais assez peu de personnes savent ce que c'est aujourd'hui. Donc le but aujourd'hui, c'est justement d'éclaircir tout ça, parce qu'au début, bah, j'étais comme toi aussi, je voyais des termes bizarres partout, OPCVM, ETF, CTO, PEA. C'est vraiment des soupes de lettres complètement incompréhensibles. Ça empêche même beaucoup de personnes à investir parce qu'ils se disent que c'est trop compliqué. Donc voilà, attention à ce vocabulaire, faut pas se laisser avoir par ce vocabulaire, faut persévérer, faut apprendre quelques petites notions en bourse, mais ça te permettra derrière de commencer. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a deux façons essentielles d'investir en bourse. Donc c'est soit tu achètes des actions d'entreprise directement, soit tu investis en fait dans des fonds qui regroupent du coup plein d'actions. Les actions individuelles, en fait, c'est quand tu achètes des parts d'une société, d'une entreprise spécifique. Par exemple, tu veux devenir, je sais pas, actionnaire d'Apple ou d'LVMH ou de Tesla. Bah, en fait, tu peux aller sur ton courtier en ligne, donc tu ouvres un compte, tu tapes le nom de la société que tu veux acheter et on va te proposer justement d'acheter une, deux, trois, quatre actions. Et l'avantage en fait, c'est que bah, quand tu achètes cette action et que l'entreprise se porte bien,
bah, ton investissement va prendre de la valeur, la valeur de l'action va monter. Il y a certaines actions aussi qui versent ce qu'on appelle des dividendes, donc c'est une part des profits annuels que fait la société. Donc ça, c'est les avantages. Les inconvénients pour moi, c'est que souvent quand on fait ça, on va dépendre beaucoup de la santé de quelques sociétés parce que c'est assez dur de bien diversifier en choisissant soi-même les actions. Donc ça veut dire que s'il y a une, deux, trois sociétés qui vont mal, bah, ton portefeuille il va en souffrir de manière disproportionnée. Et au-delà de ça, faut du temps pour suivre chaque société dans lesquelles on investit, lire les actus de la société, euh, suivre les bilans de société, etc. Donc moi, quand j'ai commencé justement, j'ai pris deux, trois actions que je trouvais prometteuses. C'était assez excitant, c'était aussi assez stressant, parce que dès qu'il y en a une qui chutait, en fait, j'avais peur, en fait. Mais, euh, mais pour moi, c'est pas le plus simple pour commencer en bourse. Il y a beaucoup plus simple et tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est les ETF. Pour moi, c'est vraiment l'approche, on va dire, plus cool, entre guillemets, parce que un fonds d'investissement comme un ETF, bah, c'est un panier qui contient plein d'actions différentes, souvent des centaines, parfois même des milliers. Un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est un type de fonds qui est coté en bourse et qui va soit répliquer un indice, soit un secteur d'activité, etc. Donc, dit simplement, c'est comme si tu achetais en fait tout un ensemble d'actions en une seule fois. Par exemple, si tu achètes un ETF qui suit le CAC 40, bah, tu investis en réalité directement dans les 40 plus grosses sociétés françaises d'un coup. Il y a aussi des ETF qui existent bah, sur le monde entier, comme un ETF MSCI World, dont tu as peut-être déjà entendu parler, ou des ETF par zone, comme un ETF qui suit par exemple le SP 500, qui réunit les 500 plus grosses sociétés aux États-Unis. Tu as l'Europe, tu as les pays émergents, tu as le secteur de l'or, tu as vraiment plein de secteurs sur lesquels tu vas pouvoir instantanément te diversifier en achetant un ETF. Donc pour moi, c'est vraiment l'avantage quand tu commences, c'est de potentiellement se placer sur quelques ETF, un ou deux, et ça va te permettre en fait de te diversifier instantanément, parce qu'en fait, tu es automatiquement réparti sur plein d'entreprises, donc le risque est vraiment dilué. Et si une boîte dans le lot va mal, c'est pas grave, parce qu'en fait, tu as les autres qui vont compenser. Et du coup, ça va pas beaucoup moins impacter ton portefeuille que si tu prenais toi-même les décisions sur chaque action que tu vas acheter. Euh, L'autre avantage, c'est que généralement, en fait, les frais sont réduits. Je parlais des frais justement dans les erreurs à éviter. Les ETF, tu vas être entre 0,15 et 0,5% par an. Du coup, par rapport à un fonds d'investissement ou même une assurance vie classique, tu vas vraiment t'en sortir parce que normalement ça va te reproduire une performance qui va être très proche de celle du marché des références de l'ETF et tu auras des frais qui vont être très très réduits. Donc ça c'est vraiment pour moi le meilleur pour commencer, c'est d'acheter des ETF parce qu'en plus tu n'as pas besoin de passer du temps à analyser chaque entreprise du panier. Et moi, en fait, entre le moment où j'ai commencé, c'était 2010, 2009, 2010 sur la bourse, et le moment où j'ai découvert les ETF à l'époque, c'était en 2015, 2016. Ça a été vraiment un game changer. Ça a vraiment transformé les investissements et transformé aussi ma rentabilité. Parce qu'on pouvait investir directement sur toutes ces sociétés-là et on n'avait pas besoin d'étudier les bilans comptables le soir après le travail, etc. et prendre des décisions finalement un peu toutes les semaines sur nos investissements en bourse. Donc concrètement, pour un débutant, je recommande vraiment de commencer par un ou deux ETF bien larges, comme un ETF MSCI World qui couvre vraiment plus de 1000 sociétés dans le monde entier. Et ça te permet de te lancer finalement sans te casser la tête à choisir la bonne action. Tu auras déjà du coup un portefeuille qui va être de base assez équilibré. Et après, plus tard, si tu veux t'amuser à sélectionner quelques actions ou des ETF bien spécifiques, un peu coup de cœur, bah tu pourras, mais au moins tu auras déjà la base qui sera solide et qui sera là. Voilà pour les ETF. Ensuite, il y a une question qui revient assez souvent, c'est finalement c'est où acheter tout ça. Comment acheter ces actions, ces ETF, etc. Donc pour investir en actions ou en ETF, il faut juste un compte d'investissement chez un courtier ou dans une banque.
En France, tu as le PEA, c'est un plan, ça veut dire plan épargne action. L'avantage du PEA, c'est que tu as des avantages fiscaux au niveau des impôts. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir un PEA. C'est au bout de 5 ans que ça devient intéressant. Donc même si tu comptes pas forcément mettre de l'argent en bourse demain, tu peux toujours l'ouvrir, mettre 10 euros dessus et au moins tu as la date d'ouverture puisque les avantages sont 5 ans après la date d'ouverture, peu importe le montant que tu mets dessus. Ensuite, on a le compte titre ordinaire qu'on appelle CTO. C'est plus flexible parce que ça te permet d'acheter des actions vraiment dans le monde entier et pas que des actions, justement. Tu peux acheter des métaux précieux, tu peux acheter ce qu'on appelle des obligations. Donc les obligations, c'est de la dette d'État ou d'entreprise. Et donc ça va te permettre de diversifier un petit peu plus ton portefeuille, mais tu auras après, le problème c'est que tu auras une fiscalité qui sera plus lourde, parce que tu seras imposé à 30%, dès que tu vends, dès que tu fais une plus-value, tu seras imposé à 30% l'année d'après. Et enfin, bah, tu as les assurances vie. Donc ça, c'est ce qu'utilisent beaucoup de Français aujourd'hui. L'avantage fiscal, lui, il est au bout de 8 ans. Mais fiscalement, ça reste quand même moins intéressant que le PEA. Et après, fiscalement, ça peut être intéressant quand même dans le cadre d'une transmission, par exemple, si on est assez âgé, qu'on veut anticiper, ou alors pour transmettre à ses enfants plus tard. Ça peut être assez intéressant aussi d'avoir en parallèle une assurance vie. Euh, donc, si tu sais pas trop quoi choisir, bah, essaye d'ouvrir un peu finalement les trois, puisque tu peux ouvrir les trois sans mettre trop d'argent, et au moins ça te permet d'utiliser les trois outils et de voir celui qui te correspond le mieux derrière en fonction de la stratégie que tu te fixes. Donc voilà, et avec ces trois outils, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux en bourse, tu peux vraiment investir sur tous les supports, sur toutes les actions du monde. Voilà, c'est vraiment les trois outils qui vont te permettre de commencer à investir en bourse assez facilement. Ce que je voulais rajouter aussi là-dessus, c'est que peu importe le support que tu utilises, tu peux toujours réajuster plus tard. L'important aussi, c'est de commencer à un moment. Et après, bah, si tu considères que telle ou telle assurance vie est meilleure, bah, tu peux toujours transférer ton argent. Pareil pour le PEA, si tu commences avec un courtier et puis que tu veux changer après, tu pourras. Et les CTO, c'est vraiment pas un problème parce que c'est de l'argent très liquide et tu peux ouvrir autant de CTO que tu veux. Donc vraiment, c'est pas le plus important et là où tu dois te prendre la tête, c'est pas vraiment sur le support que tu vas utiliser, l'outil que tu vas utiliser pour investir, mais c'est plutôt de se fixer une stratégie d'investissement long terme qui va vraiment performer et qui va vraiment répondre à tes attentes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai défini, j'ai fixé cette méthode, la stratégie de la méthode RSR. C'est que justement dans le fichier Excel que je t'offre dans une autre vidéo, je mettrai sûrement la fiche juste en dessous de cette vidéo. Ça te permettra en fait de savoir exactement chaque mois sur quelle classe d'actifs tu dois investir. Est-ce que ce mois-ci tu dois plutôt investir sur les actions, les obligations, les matières premières ou la crypto? Et du coup, ça va s'adapter en fait en fonction des conditions de marché. Et du coup, ça mâche pas mal le travail de réflexion, même complètement le travail de réflexion. Et j'ai pu à me prendre la tête sur quoi investir, mais juste à suivre finalement ce que va me dire mon fichier et ma stratégie. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à calmer les émotions, à tenir quelque chose sur 10-20 ans. C'est d'avoir une stratégie qui va être vraiment claire pour toi, pour ton portefeuille et pour l'argent que tu souhaites épargner tous les mois. Donc ensuite, la question qui revient souvent, c'est combien investir au début? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question. Je vais essayer de partager quelques scénarios aujourd'hui. La question, c'est déjà, combien tu peux te permettre de placer? Est-ce que tu as déjà un fonds de sécurité ou pas? Mais après, au niveau de la bourse en tant que telle, t'as pas besoin de commencer avec des grosses sommes. Je dirais le grand minimum, c'est peut-être 50 euros par mois parce qu'en dessous de cette somme, en fait, tu auras du mal à acheter ne serait-ce qu'un ETF. Même les plus petits doivent valoir un peu moins de 50. Donc vraiment 50 euros par mois, pour moi, c'est vraiment le minimum. Et ensuite, bah, si tu as la possibilité de mettre plus, bah, t'as compris avec le calcul d'intérêt composé, plus tu mettras, plus tes économies grossiront plus vite, avec cet effet boule de neige. Mais t'as pas non plus besoin d'attendre d'avoir 10 000 euros sur ton compte pour démarrer.
Donc moi, par exemple, quand j'ai commencé, j'ai mis, quelques centaines d'euros, en bourse. J'avais dû mettre peut-être 200 €, sur mon PEA et ça m'a permis d'acheter quelques actions comme ça, avec les premiers 200 euros. C'était assez symbolique, mais psychologiquement déjà, ça met un peu le pied à l'étrier. Ça te permet de commencer à comprendre comment la plateforme fonctionne, comprendre comment acheter une ou deux actions. Et puis après, ensuite, chaque mois, tu peux rajouter 50, 100 euros ou 200 euros en fonction de ce que de ce que tu peux te permettre de faire. Et l'avantage, c'est que si tu fais ça, au bout d'un an, tu as déjà 500, 1000, 2000 euros de côté en bourse qui ont été placés. Et ça te permet comme ça, au fil des années, 5 ans, 10 ans, d'accumuler quand même une somme assez confortable. Donc le plus important, c'est vraiment d'adapter le montant à ta situation personnelle. Juste d'avoir cette épargne de secours de côté, 3 à 6 mois de dépenses mensuelles pour les urgences. Et ensuite, pour la partie investissement, tu peux te fixer un montant mensuel avec lequel tu es à l'aise d'investir. Donc, ça peut être 50, 100, 200 euros. Choisis vraiment un chiffre qui te permet de ne pas être dans le rouge et avec lequel, en fait, tu es à l'aise aussi d'investir ton argent. Un truc qui marche assez bien aussi pour investir en bourse, c'est de te payer toi-même dès le début du mois. Donc, tu vois ça un petit peu comme une facture que tu te fais à toi-même, en fait. Donc dès que tu reçois ton salaire, en fait, boum, tu épargnes X euros et comme ça te permet de vivre avec le reste et de pas trop te prendre la tête avec ça. Et aussi, tu t'habitues à vivre sans cet argent parce que ça va être peut-être un resto en moins, un taxi en moins, je ne sais quoi, mais du coup, ou un abonnement téléphonique en moins. Mais ça t'évitera de ne pas le faire et ça te permettra quand même de mettre un petit peu de côté tous les mois. Donc ensuite, la question qui revient souvent, c'est si tu reçois ou tu veux mettre une somme plus importante d'un coup, donc ça peut être une prime, un héritage, peu importe, tu peux investir à peu près de la même façon. Soit tu peux tout placer en une fois, mais je ne recommande pas forcément. Soit tu étales en fait sur 10 ou 20 mois. Par exemple, si tu as 5000 euros, tu peux investir 1000 euros par mois pendant 5 mois. Tu peux investir 500 euros par mois pendant 10 mois ou 250 euros par mois pendant 20 mois. Je pense que c'est mieux que de tout mettre d'un coup parce que ça va te permettre d'être moins stressé du coup de survivre au mouvement de la bourse, on va dire, sur le long terme. Dernière chose que je peux te dire par rapport au montant, c'est d'augmenter vraiment progressivement, de commencer petit pour te faire la main et de voir comment en fait tu réagis aux fluctuations. Puis quand tu te sens vraiment en confiance, rien ne t'empêche d'augmenter ton effort d'épargne. Par exemple, si tu démarres avec 50 euros par mois, peut-être dans 6 mois tu pourras passer à 100 euros parce que tu auras ajusté ton budget, tu auras vu que finalement ça se passe bien. Et souvent, quand on voit que ça marche, ça nous invite à continuer, le portefeuille prend de la valeur et puis on met un petit peu plus chaque mois jusqu'à atteindre notre effort d'épargne finalement maximum. Et du coup, ça permet d'y aller vraiment tranquillement. Pour résumer, je pense qu'il n'y a pas de petits investissements. L'important pour moi, c'est vraiment de commencer et de tenir sur le long terme. Ce qu'on dit souvent d'ailleurs, c'est le meilleur moment pour investir, c'était probablement il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc si tu as 50, 100 euros, tu peux te lancer, tu peux ouvrir un compte, tu peux mettre l'argent dessus et puis acheter ton premier ETF par exemple. Dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est comment automatiser et investir finalement sans y penser. Le but, en fait, c'est d'automatiser pour que ton épargne, en fait, se retrouve investie sans même que tu aies besoin d'y penser constamment. L'idée, en fait, c'est de transformer l'investissement en une habitude qui devient automatique, un peu comme payer ton loyer, payer des abonnements, etc. Sauf que là, c'est un peu ton abonnement pour ton avenir et ta retraite financière. Donc, c'est quand même un abonnement assez important. Première étape, en fait, on l'a un peu déjà évoqué, c'est de programmer un virement automatique chaque mois de ton compte courant vers ton compte d'investissement, quel qu'il soit, sur ton PEA, ton compte titre, etc. Par exemple, tu dis tous les premiers du mois, ou dès que tu reçois ta paye, je sais pas, si c'est le 20 du mois, le 10 du mois, tu fais un virement automatique qui part vers ton courtier en ligne. Et comme ça, tu peux pas l'oublier. Et après, tu as juste à te connecter sur ton courtier et investir.
Ensuite, il y a même des courtiers en fait qui permettent d'automatiser l'investissement lui-même. C'est-à-dire que tu peux automatiser du début à la fin. C'est souvent ce qu'on fait aussi avec une assurance vie. C'est que tu dis, voilà, je vais être prélevé de 100 euros par mois pendant 20 ans. Et puis cet argent-là sera investi sur tel support. Et donc là, tu n'as vraiment rien à faire. C'est que tout est automatisé et tu sais que le 5 de chaque mois, tu es prélevé et que c'est investi automatiquement cet argent. L'autre moyen, si c'est pas automatisable, par exemple si tu es sur un PEA, aujourd'hui il n'y a pas de PEA qui propose de l'investissement automatique. Donc dans ce cadre-là, en fait, c'est bien de mettre juste un petit rappel dans ton agenda, tu te prends un créneau et puis tu prends 15-30 minutes juste pour faire ton investissement parce que tu sais que le virement, lui, il est automatique et après tu te connectes à ta plateforme et t'investis. Donc ça prend vraiment 5-10 minutes par mois, allez, 20 minutes par mois grand maximum et ça te permettra de tenir cette routine tous les mois et de pas y déroger parce que le pire en fait c'est de commencer une routine et après d'arrêter complètement parce que tu as d'autres priorités, parce que tu as envie de faire autre chose et de plus le faire. Moi, c'est ce que je constate principalement avec les personnes que j'accompagne, c'est que on met en place la routine mensuelle et après la difficulté finalement c'est de suivre cette routine mensuelle sur le long terme, mois après mois, année après année. Donc voilà, le mieux c'est d'automatiser au maximum. Il y a des choses qu'on ne peut pas automatiser. Dans ces cas-là, c'est tout simplement mettre des rappels dans les agendas et vraiment prendre ce rendez-vous mensuel avec toi pour commencer à investir. Ce rendez-vous régulier, il a un autre avantage, c'est que ça discipline vraiment tes émotions. Comme on le disait dans les erreurs à éviter, bah, si tu regardes tes investissements tous les jours, tu vas psychoter au moindre mouvement. Et en fait, en se limitant à une approche automatique vraiment régulière, bah, tu évites de tomber dans le piège de vouloir vraiment timer le marché. Donc, tu investis quand c'est prévu, point barre, que le marché il monte ou que le marché il baisse. Et c'est prouvé que l'investissement régulier bat la tentative de ce qu'on appelle le market timing, c'est-à-dire essayer d'acheter au plus haut et de vendre, enfin d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. C'est pas parce qu'on n'est pas assez malin, c'est parce qu'on sait pas, on peut pas deviner à l'avance. Il y a personne qui peut deviner à l'avance finalement si on est sur un plus haut, un plus bas, etc. Donc le mieux c'est d'avoir une périodicité qui va être mensuelle et on va pas se prendre la tête à quelle hauteur finalement est le marché. Donc au final, on lisse, on prend la moyenne de nos investissements et je pense que du coup, on dort mieux la nuit. Ensuite, automatiser, ça ne veut pas forcément dire tout oublier. De temps en temps, je pense qu'il faut prendre un peu plus de recul. Moi, je le fais une fois par an. Donc là, c'est de faire vraiment un point global sur tout ce qui est investi, éventuellement prendre des décisions pour rééquilibrer si besoin, s'assurer que la répartition, la stratégie que tu as choisie il y a un an, elle te convient toujours. Et si tu suis une méthode comme la méthode RSR, bah, ces ajustements, ils sont déjà prévus régulièrement. Et du coup, ça simplifie vraiment la vie, à mon avis. Donc voilà. Mais en bref, vraiment, plus tu simplifies et plus tu automatises le processus, plus tu mets les chances de ton côté d'avoir du succès sur le long terme sur cette thématique de la bourse. Parce que tu vas gagner du temps, mais tu éviteras aussi de faire la plupart des erreurs qui sont dues à l'émotion ou la procrastination. Donc pour moi, l'automatisation, ça reste vraiment une phase très importante dans ce processus d'investissement. Donc voilà, on arrive au bout de cet épisode. J'espère que ce petit tour d'horizon t'aura démystifié l'investissement en bourse et surtout donné envie finalement de passer à l'action. On a vu pourquoi c'est important de faire travailler ses économies, les erreurs à éviter pour ne pas tomber dans les pièges classiques, comment choisir sur quel support investir sans se prendre la tête, avec quel montant démarrer, même si c'est pas énorme, et comment automatiser tout ça pour que ça roule tout seul. Donc en gros, tu as maintenant vraiment les bases pour te lancer complètement sereinement en bourse. La bourse, faut comprendre que c'est pas un club fermé, c'est à la portée vraiment de n'importe qui à partir du moment où tu es motivé d'en apprendre un petit peu plus sur comment ça marche. Donc déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as mis un pied dedans, même si tu pars de zéro. Donc moi, si j'ai un message à te faire passer aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut le faire. Toi aussi, tu peux le faire. C'est pas dur. Il suffit de commencer, de prendre ton rythme et d'apprendre au fur et à mesure. Faut pas se laisser paralyser par la peur ou l'impression que c'est trop compliqué.
Comme on l'a dit, même avec 50 € par mois, tu peux déjà initier vraiment un changement assez important sur le long terme. Donc l'idée, c'est vraiment de démarrer quelque part et ton toi du futur te remerciera sûrement d'avoir pris, cette décision aujourd'hui. Donc si l'épisode t'a plu et que tu penses que tu peux aider d'autres personnes autour de toi, bah, n'hésite pas à le partager, à mettre un petit commentaire sous la vidéo ou sur le podcast, à mettre un petit like aussi, ça aide ça aide à donner de la visibilité, au podcast. Donc n'hésite pas à en parler autour de toi. Oublie pas aussi de t'abonner au Nouveau Rentier sur la plateforme d'écoute ou sur YouTube aussi, pour pas rater les prochains épisodes. J'ai pas mal de sujets encore en stock sur lesquels on va pouvoir échanger. Et enfin, bah, comme promis, tu peux en apprendre un petit peu plus sur ma méthode d'investissement personnel pour investir efficacement. Je t'invite à acheter un coup d'œil du coup à la méthode RSR. C'est le premier lien que tu as dans la description de cette vidéo ou de ce podcast. C'est cette fameuse méthode dont je parle depuis plus de 140 épisodes que j'utilise pour moi-même, avec laquelle j'ai accompagné aujourd'hui plus de 150 personnes à dépasser les 20% de rendement par an en moyenne, avec un temps d'exécution qui va être entre 15 et 30 minutes par mois. Donc si ça t'intéresse d'aller plus loin et d'atteindre cette rentabilité, eh ben, tu cliques tout simplement sur le lien qui est dans la description. Ça te permettra de découvrir comment fonctionne la méthode RSR et d'avoir une formation supplémentaire sur la bourse qui est complètement offerte. Donc n'hésite pas à aller voir de ce côté-là aussi si tu veux en apprendre un petit peu plus sur tout ça. Sur ce, donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Nouveaux Rentiers. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien, bons investissements et oublie pas, vraiment, chaque petite étape peut faire vraiment une différence sur le long terme sur tes objectifs financiers. Donc n'oublie pas de passer à l'action, c'est le plus important finalement de tout ça. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans un nouveau podcast des Nouveaux Rentiers. Ciao, ciao, ciao.